Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Cet épisode complète le précédent sur le fonctionnement global de l'hypnose en s'intéressant plus particulièrement à l'action de l'hypnose sur la douleur. Je vais essayer de répondre aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées sur la manière dont agit l'hypnose pour gérer et diminuer la douleur. Alors d'abord, un rappel des caractéristiques de l'hypnose, mais je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous voulez mieux comprendre la mécanique de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Cet état particulier permet de mettre le conscient habituellement hyperactif en veilleuse pour rendre accessibles des ressources habituellement peu exploitées de son cerveau et notamment des ressources d'auto-guérison. Cet état se caractérise par une sensation de détente mentale et physique, une attention concentrée et focalisée, une diminution du jugement et de la censure, et une orientation spatio-temporelle modifiée, ce qui permet une modification des représentations et des sensations. C'est la raison pour laquelle l'hypnose est de plus en plus utilisée pour calmer des maux physiques et la douleur, notamment quand elle est chronique. Mais attention, avant de consulter un hypnothérapeute, allez voir votre médecin pour déterminer la cause de votre douleur. Et ensuite seulement, le thérapeute pourra vous aider à vous détendre et à focaliser votre attention sur autre chose que la douleur, qui pourra alors passer au second plan. Et pour mieux gérer les douleurs au quotidien, je vous conseille de vous former à l'auto-hypnose. L'hypnose modifie le seuil de tolérance et les facteurs psychologiques et environnementaux qui l'accompagnent, ce qui permet de mieux vivre avec la douleur en la diminuant. Alors il faut savoir que la perception de la douleur est propre à chacun. La douleur, c'est un langage du corps. Elle est l'expression d'un dysfonctionnement et un signal d'alarme. Chaque être humain ressent la douleur d'une manière qui lui est propre. Et une même cause produira des effets de forme et d'intensité différentes. Quand on provoque des stimuli douloureux de même intensité chez deux personnes, elles peuvent réagir de manière très différente. L'une peut avoir extrêmement mal, alors que l'autre ne peut ressentir qu'une légère douleur. C'est bien tout le vécu émotionnel et corporel qui transparaît dans la douleur. L'aide médicale et psychologique a pour tâche de démêler ces composantes et de les quantifier pour répondre de la manière la plus appropriée possible à cette perception de la douleur personnelle et unique. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la douleur comme une expérience subjective, sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Ce qui veut dire que la perception de la douleur dépend de la personne elle-même. Le ressenti est toujours nuancé par son passé, ses expériences, sa résistance. La douleur est donc toujours une expérience subjective, difficile à exprimer par le patient, et son intensité est délicate à évaluer correctement. La douleur est divisée en 3 grandes catégories. Tout d'abord, il y a les douleurs psychogènes, qui sont toutes les situations douloureuses, ressenties et exprimées par les patients et qui ne peuvent pas être expliquées par une atteinte organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion. Ces manifestations douloureuses sont liées à la somatisation, des problèmes psychologiques, psychiques, sociaux. Et c'est en traitant ces problèmes que les douleurs sont aussi traitées. Et puis il y a les douleurs neuropathiques, qui résultent d'un dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique. La caractéristique de la douleur neuropathique, c'est d'être ressentie comme des décharges électriques, des élancements, des sensations de brûlure, des sensations de froid douloureux ou des picotements dans le territoire des nerfs atteints. Et puis enfin, il y a les douleurs nociceptives. Et les douleurs nociceptives résultent d'une stimulation en périphérie des nocicepteurs, qui sont des récepteurs disséminés par millions dans tout le corps humain et qui ne réagissent qu'aux stimuli nocifs à l'organisme, comme par exemple une brûlure ou encore une piqûre. Les douleurs nociceptives sont provoquées par la réponse normale des voies neurophysiologiques de la douleur.
C'est ce qui se passe par exemple quand vous tapez votre doigt au lieu du clou avec le marteau. Cette stimulation d'un nocicepteur provoque un message nerveux qu'on peut comparer à une sorte de courant électrique. Les lésions des tissus périphériques provoquent alors un influx douloureux transmis par le système nerveux. La douleur est dans ce cas normale et même souhaitable, puisqu'elle est un signal d'alarme avertissant d'une agression de l'organisme. On a vu qu'il y avait 3 catégories de douleurs et il y a aussi 2 types de douleurs. Il y a les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. La douleur aiguë, c'est toujours le résultat d'un dégât tissulaire. C'est le message d'alarme d'une cause à identifier et dont la guérison s'accompagne de la disparition de la douleur. L'OMS a défini la douleur chronique comme une douleur qui dure longtemps, au moins 6 mois, qui est permanente ou récurrente. Mais la douleur chronique a une notion de douleur destructrice, inutile, qui a perdu son rôle de message d'alerte, avec des répercussions difficiles et même parfois insupportables sur la vie quotidienne de celui qui souffre. La douleur chronique, c'est un processus subjectif dans lequel sont étroitement liées les composantes somatiques et psychologiques. En effet, la douleur chronique s'inscrit toujours dans l'histoire affective du sujet. Elle envahit la conscience et rend indisponible à l'autre. Elle isole souvent le patient tout en le rendant paradoxalement plus dépendant. Et oui, la douleur est toujours associée à un climat émotionnel qui mobilise l'ensemble de l'individu. Des perceptions sensorielles, interprétations cognitives, expressions et adaptations comportementales, répercussions affectives bien sûr. Et on va voir que l'hypnose et ses suggestions peuvent modifier et réduire la perception de la douleur. Parce que l'hypnose joue un rôle important dans l'envoi de messages au cerveau qui peuvent court-circuiter la trajectoire habituelle de la douleur. Alors comment ça marche ? Eh bien, les techniques qui utilisent l'hypnose sont des jeux mentaux et des exercices d'imagination. L'action thérapeutique utilise les informations du patient qui expliquent souvent par des métaphores les symptômes dont il souffre. La douleur est par exemple comparée à un étau qui serre, à un tube trop étroit, à une griffure, à un couteau qui transperce, ou à une plaque de métal, à des aiguilles, à une barre tordue. Et le thérapeute utilise ces métaphores au cours de la séance d'hypnose pour les modifier et en proposer d'autres plus adaptées au soulagement. On peut par exemple suggérer que l'étau se desserre ou que les aiguilles ont un embout en mousse. Et la modification des sensations produit une sorte d'analgésie. L'analgésie, c'est la réduction du signal neuronal de la douleur envoyé depuis la zone affectée vers le cerveau. On peut dire que l'analgésie sous hypnose, c'est la capacité à réduire le signal de la douleur qui arrive au cortex. En privilégiant le fonctionnement inconscient, l'hypnose utilise le langage pour stimuler des chaînes d'association psychologiques et mobiliser des structures psychiques jusqu'alors figées. Et grâce à l'hypnose, le patient va pouvoir modifier des perceptions et stimuler sa capacité à contrôler des fonctions physiologiques habituellement involontaires. Mon conseil ? L'hypnose ne soigne pas une maladie, mais une personne, explique le docteur Jean-Marc Benayem, spécialiste de l'hypnose et auteur du livre « L'hypnose qui soigne ». La relation thérapeute-patient, qu'on appelle l'alliance thérapeutique, est essentielle dans la prise en charge de la douleur par l'hypnose. Et son efficacité dépend aussi d'une condition majeure, être disponible à des changements. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, la douleur est inconsciemment maintenue car tout l'environnement social, relationnel, familial s'organise autour d'elle. Et dans ces cas particuliers, la demande de soulagement est plus de l'ordre de la plainte interminable, sachant que toute réorganisation de la vie est exclue. Pourtant, l'hypnose aide à contrôler l'intensité de la douleur, à gérer la douleur et les émotions qui l'accompagnent, en réveillant chez le patient des ressources pour se mobiliser et devenir actif dans la prise en charge de sa propre douleur. Alors bien sûr, apprendre l'auto-hypnose permet à la personne qui souffre de réguler la perception douloureuse et puis lui redonne aussi une forme de pouvoir sur sa douleur et donc une certaine autonomie. En tout cas,
Ça vaut la peine d'essayer, non?